Thierry Déaut, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir au siège de Meridiam, dont vous êtes le PDG. Nous sommes à Outre-mer 360 d'autant plus sensibles à ce rendez-vous que, en général, c'est le mot qu'on puisse dire, vous n'êtes pas très bavard. Même pas du tout bavard avec les médias. Merci. J'évite d'être bavard quand je n'ai rien à dire, mais quand j'ai des choses à dire, je les partage volontiers. On va voir si vous n'avez pas des choses à dire. Alors, une petite fiche d'identité de Meridiam. Vous l'avez fondée en 2005. Sur sa carte de visite, on apprend que Meridiam est spécialisé dans le développement, le financement et la gestion de projets publics d'infrastructures à long terme et de manière durable. En bon français, ça veut dire quoi? En bon français, ça veut dire que Meridiam est un investisseur qui va créer et gérer les infrastructures dont vous avez besoin tous les jours. Les infrastructures publiques, les infrastructures de mobilité, les infrastructures de santé, d'éducation, mais aussi d'énergie qui permettent d'avancer dans la transition écologique. C'est-à-dire que vous êtes un agglomérateur de compétences ou un financier, un banquier, vous êtes un entrepreneur que je qualifierais de singulier, tant au niveau de votre discrétion, on en parlait il y a un instant, que dans les ambitions que vous portez. Alors, avant d'aborder les questions de fond, comment pourriez-vous vous définir? Je vais revenir sur Thierry Déaut qui ne veut pas aller à confesse, qui se cache, qui se carapace. Vous pesez quand même pas mal d'argent. Vous êtes un banquier, vous êtes un porteur d'affaires, celui qui pèse des millions. On parle de vous comme comme le petit pousset qui a quand même bousculé les deux géants qui sont Veolia et Suez. Quelle est la bonne image? La bonne image, c'est peut-être celui de l'ingénieur qui est passionné par le développement durable. Après, l'argent, c'est un moyen d'arriver justement à créer l'impact qu'on souhaite, à la fois dans tous les secteurs que je décrivais, mais c'est d'abord de développer une planète qui soit vivable pour tous. Alors, on va revenir sur ce côté marketing que vous avez qui est quand même formidable. C'est pas du marketing, c'est une autre conviction profonde. On va revenir sur le développement durable, mais vous dites que vous n'êtes pas un homme d'argent, vous avez une particularité, donc faire quand même se matcher argent public, argent privé, c'est bien cela? Tout à fait. Pourquoi et comment? Parce que c'est le partenariat de toutes les ressources qui permet d'avoir le meilleur impact à la fin. Donc argent public, argent privé, ressources publiques, ressources privées, et capital humain privé, c'est ce qu'il faut mettre en œuvre parce qu'on a des enjeux assez importants. Avec des partenaires qui investissent sur le long terme? Sur le très long terme. Donc nos partenaires investissent, nos partenaires investisseurs sont à minima à 25 ans avec nous et donc nous donnent la capacité à la fois de créer ces infrastructures, mais de les gérer, d'améliorer le service pour la population et d'avoir un impact dans la collectivité dans laquelle nous investissons. Par exemple, histoire d'eau, vous êtes un porteur d'eau depuis quelque temps, puisque vous êtes arrivé à bousculer deux géants, Veolia et Suez. Racontez-nous, prenez le temps de nous raconter quelle est votre méthodologie, comment vous avez fait? Nous avons simplement apporté une solution à un problème qui s'est posé dans une éventuelle fusion de Veolia et Suez, qui était de dire qu'il faut assurer la pérennité de Suez en tant que concurrent de Veolia, notamment en France, et donc lui donner les moyens sur le très long terme, des moyens industriels et financiers, dans l'innovation, dans les personnes, et donc Meridiam s'est trouvé être le bon partenaire à l'époque pour Veolia pour trouver cette solution. Pourquoi le bon partenaire alors que ce sont des géants? Ils ont quand même des portefeuilles bien solides, bien construits, bien épais. Et puis ils sont adossés quand même à une histoire très vieille, avec un savoir-faire non négligeable. Leur savoir-faire et leur histoire restent, mais par contre ils avaient besoin, en tout cas Suez de demain avait besoin d'un actionnaire qui puisse l'épauler pour continuer son histoire et pourquoi pas avoir une meilleure histoire. Le 8 juillet, j'ai suivi la prestation de votre associé maintenant, M. Frérot, le patron de Veolia. Alors il est bientôt concurrent là. Concurrent et partenaire. Oui. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il compte beaucoup sur les ingénieurs. Il a raison. D'abord, lui aussi, c'est un ingénieur. Donc, et puis, pour développer les solutions de demain
pour la transition, parce que c'est quand même de cela qu'il s'agit, hein, que l'on parle de traitement de l'eau, que l'on parle du sujet du stress hydrique, qu'on connaît dans les Outre-mer, mais ailleurs aussi. Il faut trouver de nouvelles solutions, il faut développer de nouvelles technologies, et puis il faut faire. Et pour faire, il n'y a bien rien de mieux que les ingénieurs. Avec votre nouvel attelage, avec vos nouveaux associés, Veolia et Suez, vous invitez du même coup dans les problématiques de l'eau en Guadeloupe. Ça ne vous fait pas peur, vous le Martiniquais ? Pourquoi ? Non, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Enfin, en matière d'eau, peut-être qu'en Martinique, c'est peut-être un peu plus simple. Néanmoins, c'est un milieu local que je connais bien. Donc, et puis, c'est une problématique qui devient socialement assez explosive et inacceptable. Donc, il faut y apporter des solutions rapidement. Vous êtes serein ? Oui. Vous êtes serein pour pouvoir résoudre une situation qui dure depuis quand même plus d'une dizaine d'années. Ça ne se fera pas en 2 jours, mais en tout cas en proposant des solutions, en investissant, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'investissements à faire, en s'engageant de façon transparente aussi sur les solutions à apporter, notamment sur la réparation des fuites, sur le traitement. Je pense qu'on peut arriver à redonner de l'eau à tous les Guadeloupéens. Alors parlons de projets, restons en Outre-mer, toujours, parlons de projets à horizon 2024, un projet de centrale électrique dans l'ouest guyanais. De quoi s'agit-il ? Alors, il s'agit de la première centrale de stockage à hydrogène qui sera produit par énergie photovoltaïque et qui donnera de la puissance en ordre de pointe à la Guyane pour son réseau. Mais vous n'allez pas contrecarrer les intérêts d'EDF ? Pas du tout. Nous aidons EDF justement à fournir de l'électricité à toute heure et à toute puissance à ses clients. EDF a besoin, et c'est pour ça que le régulateur, la CRE, et que la communauté territoriale de la Guyane ont approuvé les règles de ce projet parce que c'est complémentaire de ce que fait EDF. Monsieur le Président, j'insiste sur ce côté ingénieur. On peut dire que c'est ça votre ADN. Vous construisez, sans être irrévérencieux, j'allais dire, vous agglomérez des Legos. Et avec cela, vous construisez des routes, des ponts, vous accompagnez la construction des aéroports à travers le monde. On vous retrouve dans les universités américaines. Alors, tiens, j'ai sous les yeux quelque chose. Vous avez commencé à 24 ans, très jeune, parce que vous êtes encore jeune. À 24 ans, vous êtes aux Philippines pour une autoroute. Puis, vous enchaînez de nombreux travaux, des tunnels comme celui du port de Miami, il n'y a pas longtemps, en 2019, des centrales solaires au Sénégal, des centrales biomasse en Côte d'Ivoire. Voilà pour vos repères d'ingénieurs. On peut dire que vous êtes obsédé quand même par l'impact environnemental. Ce n'est pas un gadget. Non, ce n'est pas un gadget, c'est une conviction. Et aujourd'hui, je pense que la responsabilité de toutes les entreprises, et puis des investisseurs en particulier, parce que c'est eux qui soutiennent les entreprises dans leur développement, et doit être environnementale et sociale, au sens où si on veut atteindre tous les objectifs qu'on s'est donnés de façon assez pompeuse depuis l'accord de Paris, il faut s'y mettre maintenant. Alors, ingénieur, agglomérateur de particules, agglomérateur de compétences, agglomérateur de particules d'intelligence, c'est ça votre secret ? De particules d'intelligence et de personnes. Je pense que les équipes, sans équipe, on ne peut rien faire. Et c'est des aventures collectives. C'est ce que disent vos équipes en général. Ils disent, sous le bonhomme apparemment froid et apparemment jovial, vous êtes un humaniste. C'est vrai ça ? Si c'est eux qui le disent. Non mais allez, soyez pas modeste. Non mais moi j'aime bien les gens. Non mais l'humain c'est important pour vous. C'est le plus important. Si on le fait, c'est aussi parce que ça bénéficie à des populations et à des humains. C'est une question de marketing, de philanthropie ou d'esthétique ? Non, c'est pas de la philanthropie. Je pense qu'on peut à la fois gagner de l'argent, investir pour un retour, tout en ayant un impact positif pour l'humain et les populations. Vous dites que vous n'êtes pas philanthrope. Qu'est-ce que vous êtes allé faire en Afrique, puisque vous êtes également membre de la French African Foundation? C'est encore un de vos labels d'hommes engagés sur le plan de la jeunesse et de l'Afrique. Pourquoi l'Afrique?
Pourquoi l'Afrique? Parce que on a une relation spéciale avec l'Afrique et que c'est le continent de Ça veut demain. dire quoi, on a une relation spéciale avec La l'Afrique? France a une relation spéciale avec l'Afrique. Nous, Et puis, Antillais, moi aussi. nous avons des relations spéciales avec l'Afrique. Et puis aussi parce que c'est le continent d'avenir de demain où il y a une jeunesse formidable. Et il faut l'aider, il faut aider à créer les leaders africains de demain, il faut y contribuer. Il faut aider les leaders africains de demain, c'est-à-dire que vous allez jouer un rôle important sur le plan politique. Non, les leaders n'ont pas besoin forcément d'être uniquement politiques. Il faut des leaders économiques, des leaders intellectuels, des leaders politiques. Et tout ça fait un tout et fait société. Mais les leaders économiques sont quelque part peut-être plus importants et en rôle politique à venir plus important que... Vous n'allez pas nous rejouer la France-Afrique. Ah non, pas du tout, c'est pas mon style. Mais alors, vous allez jouer ce rôle également sur le plan politique aux Antilles, par exemple? Mais dans les projets qu'on fait aux Antilles, on a à la fois ce projet guyanais, mais on a aussi un projet à la Martinique. Et puis, c'est quoi ce projet à la Martinique? C'est un projet qui vient d'être approuvé, donc qui est encore en phase en gestation, mais qui est aussi un projet de stockage hydraulique. Justement pour garantir l'approvisionnement d'électricité à la Martinique. Enfin, une des pièces du puzzle pour ça en tout cas, mais ça nous permettra ensuite d'étaler un peu notre empreinte. Et autour de tous nos projets, nous essayons de construire un peu plus avec la population locale, c'est-à-dire d'avoir d'autres types d'initiatives. Et pour nous, la priorité chez Meridiam, c'est quand même d'accompagner la jeunesse pour en faire des leaders qui soient économiques, intellectuels ou politiques, ce qu'on veut. Par exemple, vous connaissez le problème de la Martinique et de la Guadeloupe et un peu de la Réunion, c'est-à-dire qu'il y a une jeunesse qui déserte nos régions. Cette jeunesse vient dans l'Hexagone, reste pour la plupart, et ce sont les vieux, si je puis dire, qui retournent. Vous pensez que vous allez peut-être à un moment donné jouer un rôle intéressant dans le renversement de cette situation, ou vous laissez aux politiques le soin de faire ça? Est-ce que vous pensez que vous avez quand même un rôle? Nous avons tous un rôle en tant que citoyens. C'est pas qu'au-politique. D'ailleurs, si on ne le laisse qu'au-politique, je pense que... C'est mal parti. On ne pas dire ça comme ça. On va pas dire ça comme ça. Non, c'est pas de leur seule responsabilité. C'est de la responsabilité de tous ceux qui peuvent de contribuer au développement de la jeunesse dans le département, dans la région. Et les jeunes ont besoin à la fois de s'ouvrir à d'autres choses. Le voyage, ça forme aussi la jeunesse, mais des fois, c'est bien de revenir. Il y a aussi l'entrepreneuriat. Se développe aujourd'hui un volet de la French Tech à la Martinique qui est très fort. Voilà, tout ça, si je peux aider d'une façon ou d'une autre, je le ferai. Vous êtes prêt à attaquer toutes sortes de projets à partir du moment où il y a de l'humain, où il y a de quoi quand même prospérer sur le plan financier et faire en sorte qu'on relance une dynamique économique dans nos territoires? Tout à fait. Alors, je vais terminer avec une pensée qu'on a eue hier. Hier, je préparais à notre interview et avec un médecin, un chercheur qui travaille avec moi sur un colloque sur l'identification des thématiques en vue de projets de recherche collaborative en matière scientifique, donc pour les Outre-mer. Et il me citait, je vous demande de qui est cette citation, de tous les actes, le plus complet est celui de construire. Ça vous définit, ça? Peut-être. C'est de qui? En tout, Paul Valéry. Paul Valéry. C'est votre dieu, Paul Valéry? Peut-être pas, j'en ai d'autres, mais je sais pas, je préférais Aimé Césaire comme dieu plutôt que Paul Valéry, en tout cas comme dieu écrivain. Césaire est glissant, voilà. Notamment. Pour terminer, quand vous voyez les crispations qu'il y a un peu partout, pas seulement outre-mer, mais même sur le plan de l'Hexagone, vous êtes confiant, non pas sur l'avenir, mais sur le rôle que vous avez, vous, Thierry Déaut, à jouer dans ce concert? Moi, j'essaye, avec mes propres moyens, de jouer un rôle. Et je pense que c'est de la responsabilité de chacun
de faire la même chose à hauteur de ses moyens, de ses possibilités. Et puis je pense qu'il peut y avoir beaucoup de crispation et il y a de la souffrance. Néanmoins, il faut d'abord aussi se bouger, hein. Donc on peut réclamer, mais aussi il faut se motiver. Et chacun a sa part à jouer, surtout ceux qui ne sont pas en difficulté et qui ont des capacités. Sa part à jouer, et ce sera notre mot de conclusion, sa part à jouer qui? Les politiques, les philosophes, les écrivains ou les ingénieurs? Tous, mais aussi les citoyens normaux qui ne sont aucun de tout ça. Chacun, ne serait-ce qu'en parlant à son voisin, en l'aidant, en participant à une association, en participant à la vie de sa commune, peut jouer un rôle. Donc il n'y a pas de plus grand rôle que d'autres. Il y a le rôle de ceux qui s'occupent des êtres humains autour d'eux. Sans vous taquiner, ces êtres irrévérencieux, ce qui est quand même mon ADN, on peut dire qu'on retrouve l'ingénieur, l'agglomérateur de l'ego et l'agglomérateur de compétences. Voilà. Merci. Merci.